Le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué à Téhéran alors qu'il venait de participer à l'investiture du nouveau président iranien. Agnès Levallois, ça fait 10 mois de guerre, on se souvient de Netanyahou, qui promettait d'éradiquer le Hamas. Eh bien, la nuit dernière, il vient de tuer, d'éliminer le numéro 1 du Hamas. C'est une belle prise de guerre pour Netanyahou vis-à-vis de son peuple? Oui, bien sûr que c'est une prise de guerre, puisque ça correspond à l'objectif qui avait été affiché par Netanyahou d'éliminer tous les responsables de ce mouvement. Et n'ayant pas réussi à atteindre pour l'instant Yahya Sinwar, qui est le responsable de la branche militaire et qui est présent dans la bande de Gaza. Parce qu'en fait, il y a la branche militaire avec le chef Yahya Sinwar qui lui est à Gaza, et il y a la branche politique avec feu Ismail Haniyeh, qui lui vivait à Doha, je crois, au Qatar. C'est ça, au Qatar, et qui allait entre la Turquie, le Qatar, mais qui était basé de façon permanente au Qatar. Chef politique, donc, et c'était lui qui était l'homme de la négociation aussi avec Israël, et qui servait de relais entre les négociateurs israéliens, américains, égyptiens, avec Yahya Sinwar, qui lui est sur le terrain, et toutes les propositions de cessez-le-feu, de négociation, étaient relayées par Haniyeh auprès de Yahya Sinwar, qui lui, finalement, a le dernier mot, parce que c'est lui qui est sur le terrain, sur place. À Gaza. Donc la disparition de Haniyeh, évidemment, est extrêmement importante pour la suite, dans le cadre de ces négociations, mais en tous les cas, pour le gouvernement de Netanyahou, c'est effectivement considéré comme une prise de guerre. L'Iran maintenant est obligé de réagir. Est-ce que l'Iran est-ce que ça peut dégénérer et peut entrer maintenant en guerre, disons les mots, avec Israël? Alors c'est évident, me semble-t-il, que l'Iran doit réagir, parce que là c'est une telle baffe, passez-moi l'expression, qu'a reçue la République islamique, que je ne la vois pas ne pas réagir. Ça me paraîtrait complètement incroyable qu'elle ne réagisse pas. Sa crédibilité quand même est en jeu. L'Iran se présente comme une puissance régionale et à ce titre se doit de réagir. L'impression que ça donne aussi, c'est qu'on a l'impression qu'Israël veut pousser absolument l'Iran à la faute. C'est-à-dire que jusque-là, on a le sentiment que l'Iran fait attention dans sa riposte pour pas aller trop loin, pour ne pas donner des arguments à Israël pour aller au-delà. Et d'autant plus qu'Israël est quand même déjà sur plusieurs fronts. Il y a le front de Gaza, il y a le front du Liban et donc ce front iranien qui risque d'être encore un peu plus compliqué. Mais on a le sentiment quand même que Netanyahou, enfin ça c'est un peu l'analyse que je peux en faire ce soir, a envie de pousser l'Iran à la faute pour que l'Iran, du coup, réagisse plus fortement que ce qu'il a peut-être prévu de faire et pouvoir recréer un consensus autour d'Israël, puisqu'on voit bien qu'au sein de la communauté internationale, il y a quand même des critiques qui s'élèvent sur la stratégie israélienne à Gaza, puisque la situation est de plus en plus catastrophique et qu'on voit aucun processus de négociation avancé. Et donc, en faisant cela, ça peut permettre de réunir cette communauté internationale, les Américains, mais d'autres pays qui trouvent quand même que Netanyahou va trop loin. Mais si l'Iran attaque, même si c'est en riposte, eh bien là, ça sera facile de dire, voyez bien, l'État terroriste nous attaque, donc on doit absolument réagir et donc il faut nous donner tous les moyens pour cela et non pas aller dans le sens d'exercer des pressions sur Netanyahou pour qu'il y ait une certaine désescalade. Et Alexandra Schwarzbrod, est-ce qu'on peut parler d'un piège qui serait tendu à l'Iran? On provoque l'Iran pour qu'elle réagisse et ensuite on crée un front international contre les méchants Iraniens qui, par ailleurs, sont en train de développer la bombe atomique. Donc est-ce que ça entre dans qui sont par ailleurs très méchants. Non, mais est-ce que c'est ça aussi qui se joue en ce moment? C'est aussi ça qui se joue, mais c'est aussi Benyamin Netanyahou. Il faut bien voir quand même qu'on on en est à 10 mois depuis les attaques terroristes du 7 octobre. Donc ça va faire à peu près 10 mois. Il n'a toujours pas rempli son but de guerre. Son principal but de guerre à Benyamin Netanyahou, c'est pas Ismail Haniyeh, c'est Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, qui est le chef de la branche militaire du Hamas et qui est le cerveau du 7 octobre. Et qui lui est à Gaza. Et qui lui se terre dans les souterrains de Gaza. Alors là, lui, il a clairement une cible sur le front. Les Israéliens le cherchent activement. Ils ont réussi à tuer, à éliminer Mohamed Def, qui était le numéro 2 de la branche militaire du Hamas. Mais celui qu'ils recherchent absolument, c'est Mohamed Def, c'est Yahya Sinwar, et qui n'ont toujours pas réussi à éliminer. Et ça, c'est quand même un problème pour Netanyahou, parce que quand même,
tous ces bombardements israéliens sur Gaza, tous ces morts, certes, d'hommes du Hamas, ils ont éliminé beaucoup d'hommes du Hamas, mais également beaucoup de civils, de femmes, d'enfants, et les survivants vivent dans des conditions apocalyptiques, tout ça pour ne pas réussir à éliminer Yahya Sinwar. Donc, je pense aussi que l'élimination de Ismaël Haniyeh, c'était un petit peu pour compenser cet échec-là, et pour montrer que quand même, malgré tout, Israël était capable, était malgré tout resté une armée, avait les moyens de toucher qui voulait, où il voulait, même s'il n'arrive pas à avoir Yahya Sinwar. Et donc c'est une espèce de démonstration de force qui à la fois vise, comme le disait très bien Agnès, à ressouder la communauté internationale autour d'Israël quand l'Iran attaquera, et aussi à montrer à la population israélienne, qui commence quand même à fatiguer des errements et du côté jusqu'au boutiste de Benyamin Netanyahou, de montrer que c'est lui le chef, il est capable d'aller tuer des méchants jusqu'au cœur de Téhéran. Voilà, donc si vous voulez, c'est un mélange de tout ça qui se passe dans la tête de Benyamin Netanyahou, qui a besoin de montrer qu'il reste le chef malgré tous les reproches qui lui sont faits. On a l'impression que les leaders de la région ne connaissent que la loi du talion. Ah oui, c'est-à-dire c'est vraiment œil pour œil, dent pour dent. Tu me frappes, je te frappe, tu me frappes, je te frappe. Et le problème, c'est qu'on voit bien que ça ne mène à rien. Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours plus de violence qui vient se superposer à encore plus de violence. Et c'est une espèce de cycle comme ça qui ne s'arrête jamais. Et ça ne résout rien, aucun. C'est-à-dire que, et ça ne fait qu'éloigner encore plus, chaque jour davantage, une solution politique. Et or, il n'y a que ça. Seule une solution politique pourra venir à bout de ce bain de sang local, national et régional. Là, toutes ces représailles ne peuvent qu'alimenter la haine et ne peuvent qu'augmenter la violence. Et à l'inverse, est-ce que l'élimination de Ismaël Haniyeh, qu'on présentait comme le négociateur du Hamas, bien en l'éliminant, quel message envoie Netanyahou? C'est « je ne veux pas négocier puisque je l'élimine ». Mais bien sûr, et c'est bien ce qu'a dit le Premier ministre du Qatar, qui lui s'est beaucoup investi dans cette médiation, à la demande d'ailleurs d'un certain nombre de pays, que ce soit les Américains, enfin tout le monde a demandé au Qatar de jouer ce rôle. Et donc de voir que effectivement... La libération des otages, ça passait par lui. Mais bien sûr. Et donc c'est vrai que d'éliminer le médiateur en chef, si je puis dire, du Hamas, qui est demandé par le Qatar, mais par les Américains, par les Égyptiens, par les Israéliens de certaine manière, parce que c'était l'interlocuteur. Le fait de le faire disparaître là et de l'attaquer et de l'assassiner, on se dit, mais quelle est la stratégie de Netanyahou? Et moi, je trouve que ça démontre une chose, c'est cette absence totale de stratégie de Netanyahou. Et pour reprendre l'expression d'Alexandra, c'est-à-dire que c'est effectivement, tu fais ceci, moi je réagis, tu tues, je tue, mais sans, on a l'impression qu'il n'y a absolument aucune stratégie derrière. Et on sait bien que Netanyahou, qui n'a pas cette stratégie, en fait, mène tous ses coups de façon dramatique, et tout ça aussi avec une conséquence. Comment peut-on encore parler de la libération des otages? Et comment Netanyahou peut assumer ça vis-à-vis de la population israélienne et des familles des otages, qui d'ailleurs ce matin manifestaient leur désarroi, leur désespoir. Je ne sais plus quels sont les termes qu'il faut utiliser pour exprimer cela. D'ailleurs, Alexandra Schwarzbrod, vous parliez d'une espèce de course à l'échalote sans fin. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Ismaël Haniyeh, qui vient d'être éliminé, il soit dès demain remplacé? Évidemment. Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. De toute façon, ça ne cesse jamais. Cher Yassine, quand il a été éliminé, il a été remplacé. Enfin, par plus radical, presque. Oui, possiblement, oui. Possiblement, parce que c'est vrai qu'Ismaël Haniyeh, enfin bon, c'était pas un enfant de cœur, on va pas non plus... mais on le présentait comme le négociateur. Mais il essayait, il était, voilà, c'était lui en effet qui était en tout cas responsable des négociations sur les otages, ça c'est sûr. Et donc maintenant, c'est vrai que quelqu'un d'autre va le remplacer, de la même façon que si le jour où Sinwar sera tué, parce qu'il finira par être tué, il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ce que je disais sur le cycle de la violence éternelle. Il y a plus les jours passent,
plus les souffrances des Gazaouis progressent, et même celles des Palestiniens de Cisjordanie dont on parle peu, mais qui souffrent aussi, et plus il y a d'aspirants à la violence. C'est tragique, c'est absolument tragique. C'est ce cercle infernal qu'il faudrait arriver à stopper d'un coup. Le seul problème, mais ça on va peut-être l'aborder, c'est que là on est dans un vide diplomatique international absolu, avec la campagne électorale en cours aux États-Unis, et voilà. Et donc ça, certains en profitent. Agnès Levallois, on a vu des images de Gaza. Quelle est la situation après 10 mois de guerre et de bombardement ? Il n'y a plus rien. Je veux dire, c'est un territoire qui est complètement détruit, ravagé, où il n'y a plus aucune infrastructure qui fonctionne. Il n'y a pratiquement plus aucune infrastructure sanitaire, médicale. Tous les hôpitaux qui étaient des hôpitaux un peu importants ont été obligés d'arrêter parce qu'ils n'ont plus de quoi fonctionner. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas de gasoil pour faire fonctionner les appareils. Ils ont été en grande partie détruits. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des milliers de morts sous les décombres qui n'ont pas été récupérés, donc avec des conditions sanitaires qui se dégradent tous les jours un peu plus, les ordures qui ne peuvent pas être ramassées, et donc d'où les épidémies dont on parle. Et là on parle de l'apparition de la polio, et donc il faut mettre en place tout un système de vaccination pour éviter que la polio n'atteigne tous les ressortissants de la bande de Gaza, avec une aide humanitaire qui rentre vraiment au compte-gouttes, mais dans des proportions ridicules par rapport aux besoins. Problème de l'eau qui n'est pas du tout, qui peut pas être traité, et avec une population qui est, c'est l'image qui me vient qui est terrible, d'un troupeau. C'est-à-dire qu'on met un troupeau à un endroit et puis on lui dit le lendemain, il faut partir ailleurs. Pour aller où? On n'en sait rien, mais pour soi-disant éviter les bombardements. Donc les gens, dans la panique, se déplacent, et puis 2 heures après, on va leur dire « mais non, il faut aller là-bas ». Et donc il n'y a plus aucun endroit à Gaza qui est sûr. Les zones qui avaient été soi-disant nettoyées par Israël, en fait, il y a eu des combattants du Hamas qui sont réapparus, donc il y a des combats qui reprennent. Donc il n'y a plus aucune zone qui peut permettre d'être des zones de refuge. Même les fameuses zones humanitaires mises en place par Israël ne correspondent plus à la réalité. Et donc on est face à un désastre absolu où les populations civiles sont vraiment traitées, passez-moi l'expression, mais comme du bétail, c'est-à-dire qu'on les trimballe d'un endroit à un autre, mais sans leur offrir pour autant une certaine sécurité. Et ce qui est terrible, c'est que maintenant les Gazaouis disent de toute façon, on nous dit de partir, mais on ne va pas partir parce qu'on est déjà parti 3, 4, 5, 6 fois. So what? Pour arriver à quoi? Et on continue à se faire bombarder. Donc il y a vraiment un sentiment, mais une réalité de désespoir qui va au-delà des mots que je peux utiliser pour décrire cette situation. Et les quelques témoins, il y a encore des médecins d'organisations internationales, MSF autres, qui arrivent à envoyer des missions, qui font ponctuellement, qui rentrent et qui ressortent. Et lorsqu'ils vous décrivent la situation, vous restez absolument... Enfin, c'est inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et quand on voit l'air un peu réjoui de Netanyahou lorsqu'il va à Gaza, c'est absolument indécent de pouvoir s'exprimer et montrer ce visage avec cette espèce de petit sourire en coin pour dire qu'ils arrivent à faire ce qu'ils doivent faire. On est loin, on n'est plus du tout dans la logique de tuer les membres du Hamas. On détruit délibérément un territoire et toute sa population. Alexandra Schwarzbrod de Gaza, mais on sait que la situation aussi se dégrade très nettement en Cisjordanie. Est-ce que d'ailleurs là, un nouveau front pourrait s'ouvrir face au traitement qu'on inflige aux Palestiniens de Cisjordanie, dont on parle peu, parce qu'il se passe des choses en Iran, il se passe des choses à Gaza, du coup on regarde moins la Cisjordanie. On parle très peu de la Cisjordanie, or il s'y passe des choses atroces aussi. Les colons ont carte blanche maintenant, les autorités israéliennes ont laissé carte blanche aux colons qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Sortir une famille de sa maison et la laisser sur le trottoir avec un ballot de vêtements pour investir la maison, déverser des ordures dans les maisons pour essayer de pousser les gens à partir, et puis surtout tuer, arracher les oliviers, c'est-à-dire arracher toute possibilité de subsistance aux Palestiniens. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment en Cisjordanie un projet des colons de s'approprier cette terre par la force, en toute illégalité, puisque ça, rappelons-le que c'est en toute illégalité, mais
avec l'assentiment du gouvernement Netanyahou, dont on rappelle que un des ministres est un des chefs des colons, donc ils ont carte blanche. Et voilà. Et puis on voit bien qu'il y a toute une partie, heureusement pour l'instant, c'est une petite partie de la population israélienne composée de religieux, mais vraiment d'extrémistes messianiques qui sont prêts à tout et qui se livrent à des actes terribles. Donc il y a en effet la Cisjordanie, pour l'instant, cette espèce de terreur a fait que la population de Cisjordanie ne s'est pas trop rebellée, parce que je crois qu'il règne une telle terreur qu'ils n'osent pas bouger.